Irakiens qui se sont enrichis, mais un Saddam Hussein vertueux, difficile à imaginer. Je rencontre un autre témoin de ces années-là, aujourd'hui chercheur au CNRS, Hosham Dawad. On dit à cette époque que pendant cette période d'embargo, Saddam Hussein a gagné beaucoup d'argent et que la population n'a pas vu grand-chose. Ça, c'est aussi vrai. L'objectif numéro 1, c'était de rester sur place, de survivre politiquement. La distribution de l'argent parmi ses relatifs, ça devenait primordial. Parmi ses subordonnés, très important. Ça devenait quelque chose pour acheter la dignitaire, pour acheter la structure tribale, acheter dans l'essence l'allégeance, la subordination. Aussi leur dévouement au pouvoir. Quand la presse dit « tout ça a servi à bâtir des palais et à mener une vie de débauche », je ne partage pas cet avis. Saddam a certes fait bâtir des palais et sa famille et lui avaient effectivement un train de vie extravagant, mais une grande partie de cet argent a servi à l'administration du pays. Est-ce que le pétrole contre nourriture a quand même été utile à la population? Si on dit cette mesure-là a sauvé quelques milliers de personnes en Irak, de point de vue éthique, je peux dire que c'est utile. Si la question est posée différemment, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Certainement, on pouvait faire mieux. Avec plus de contrôle. Mais ce qui nous scandalisait au départ, c'est le salaire de fonctionnaires qui se trouvaient sur place. Ceux qui étaient humanitaires, pseudo-humanitaires envoyés par les Nations Unies, ils faisaient la fortune de leur vie une fois qu'ils sont sur place en Irak. Des salaires somptueux, des avantages, le tout pour aller aider les Irakiens. Or, on voyait que la plupart de ces gens-là, ils venaient ici assez souvent pour s'enrichir. Je dois avouer que je suis très impressionné par ce que le programme a accompli. L'apport en calories de la population a augmenté de 90% durant le programme. La malnutrition a chuté. La polio a été éradiquée, etc. On peut dire sans exagérer que pendant cette période, nous avons maintenu 27 millions d'Irakiens en vie et en relativement bonne santé. Pour nous, c'est une énorme source de fierté. Cela nous attriste donc beaucoup de lire dans la presse que pétrole contre nourriture a été un gigantesque scandale. Car en vérité, il a sauvé de nombreuses vies, ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous avons fourni de la nourriture, des médicaments. Nous avons tenté de conserver un minimum de qualité au niveau de l'eau et de l'assainissement. Nous avons agi sur le plan de l'éducation, même si nous n'en avons pas fait assez, loin de là. Tout allait dans la bonne direction. Mais malheureusement, c'était très loin de ce que méritaient les Irakiens, qui n'étaient que de simples spectateurs innocents de ce conflit, pour survivre dignement et décemment. Les médias internationaux de nos jours commencent souvent leurs articles en faisant référence au scandale pétrole contre nourriture. Je me demande toujours si dans leur article, ils découvriront le vrai scandale. Le scandale qui consiste à avoir imposé à une nation tout entière la misère, la mort, le désespoir. Pour moi, c'est ça, le vrai scandale. En février 2000, vous avez décidé de démissionner. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Si j'avais poursuivi plus longtemps ma mission à Bagdad, je me serais rendu complice de ce que l'histoire jugera plus tard comme l'une des pires erreurs commises dans une situation de crise par les Nations Unies. Il était hors de question que j'accepte cela. Les ventes de pétrole ont donc rapporté 64 milliards de dollars. Mais à quoi correspond la part de gâteau redistribuée à UNCC? Et d'abord, qu'est-ce que UNCC? Sur chaque dollar de pétrole vendu pendant le programme, 30% sont prélevés par l'ONU pour le remboursement des dommages causés par l'Irak pendant la guerre contre le Koweït. UNCC est la commission chargée de recueillir les doléances et de répartir l'argent entre les plaignants. Pour comprendre, retour sur la première guerre du Golfe
et ses conséquences. Le 2 août 90, l'Irak envahit le Koweït. Les troupes de Saddam se livrent à un pillage sans retenue du pays. La communauté internationale, unanime, réagit. En quelques heures, cette armée irakienne tant redoutée est anéantie. En pleine débâcle, les troupes de Saddam ont mis le Koweït à feu et à sang. Les puits de pétrole brûlent par centaines et provoquent une gigantesque marée noire. Il est décidé que l'Irak paiera pour les dommages causés. Pour en savoir un peu plus sur UNCC, je décide de me rendre sur les bords de la Tamise pour retrouver l'avocat britannique Jeremy Carver. Sa mission, défendre les plaintes déposées par le Koweït et assurer à l'Émirat un maximum de dédommagement. À la fin de cette année-là, pendant l'opération Tempête du désert, destinée à libérer le Koweït, la question de l'indemnisation aux victimes de l'Irak a émergé. J'ai été très impliqué dans l'établissement de ce qui a été appelé la Commission d'indemnisation des Nations Unies ou UNCC. Combien d'argent a été distribué en tant qu'indemnisation? De mémoire, la somme totale que l'UNCC a reçue de l'Irak était d'environ 22 milliards de dollars. C'est de l'argent dont la population irakienne n'a pas bénéficié. C'est de l'argent que l'Irak devait payer. Il est important qu'il existe des moyens de dissuasion contre de telles agressions. La guerre avait été initiée par l'Irak quand ils ont envahi le Koweït. Il était normal que l'Irak verse une indemnisation. Cela ne pouvait pas se discuter pour les millions de gens touchés. Il fallait tenter de compenser les pertes qu'ils avaient subies. L'UNCC a réussi de façon remarquable à trouver une manière de verser des dédommagements raisonnables à toutes ces personnes. Donnez-moi un exemple de son fonctionnement. Les demandes d'indemnisation étaient faites par les États au nom de leurs ressortissants. La majeure partie des réclamations venaient naturellement du Koweït, venaient des citoyens koweïtis. Mais l'Égypte, le Pakistan, les Philippines, l'Inde, le Bangladesh, tous ces pays avaient un nombre conséquent de demandes provenant de travailleurs immigrés qui avaient été retenus, qui avaient été chassés du pays, qui avaient perdu leurs économies, etc. Il fallait donc trouver un moyen de compenser équitablement à la fois les particuliers et les principales demandes d'indemnité. J'ai par exemple présenté la première réclamation majeure au nom de la Kuwait Petroleum Corporation pour les coûts engendrés par l'extinction des incendies. La somme totale réclamée pour cela était de 950 millions de dollars. Mais alors comment l'Irak se défend-elle au sein de UNCC? Autrement dit, chaque fois qu'un pays sollicite un dédommagement, Bagdad peut-elle contester la validité de la plainte? À Genève, les intérêts du pays sont défendus par l'avocat Michael Schneider. Un des éléments les plus difficiles et les plus répréhensibles de ce processus, c'était que l'Irak ne pouvait pas disposer de ses propres fonds et n'avait pas les moyens à sa disposition dans le cadre de UNCC lui-même pour organiser sa défense. Est-ce que vous êtes en train de me dire, maître, que ceux qui mettent en place toute cette organisation considèrent que l'Irak n'a pas à se défendre? L'organisation a été mise en place sans participation de l'Irak. On est parti de l'hypothèse que la responsabilité de l'Irak pour l'invasion et la guerre était établie, de sorte qu'il n'y avait que des questions de quantum, du montant de la réparation à établir. Le monde entier a été invité à faire ces réclamations. Et c'est presque 100 pays du monde qui ont découvert les dommages qui leur étaient été causés par cette invasion du Koweït par l'Irak. Et pour vous, les droits de l'Irak ont été respectés dans cette affaire? Et le grand défaut de ce processus, c'est la manière de laquelle les droits de l'Irak ont été négligés. À un moment où la mortalité infantile atteignait des sommets, 30% des revenus du pétrole étaient détournés
pour dédommager des entreprises et des gouvernements prospères. Ils auraient pu attendre. Et s'ils avaient attendu, certains Irakiens seraient toujours en vie aujourd'hui. Certains Irakiens ne souffriraient pas de troubles mentaux. Certains Irakiens ne seraient pas dans l'indigence. C'est sur les bords du lac Léman, dans l'ancien édifice de la Société des Nations, aujourd'hui quartier général des Nations Unies en Europe, que se situe le siège des UNCC. Je m'y suis rendu, mais personne n'a souhaité me répondre. Pourquoi ? La traditionnelle discrétion suisse fait des émules auprès des membres de l'UNCC, ou bien cette commission a-t-elle des choses à cacher ? Une des rares journalistes à avoir obtenu d'assister à une séance de l'UNCC s'appelle Naomi Klein. Une Canadienne célèbre pour ses prises de position altermondialistes qu'elle a largement développées dans ses livres. Vous n'aviez pas besoin de prouver que votre magasin avait été bombardé ou détruit pendant l'invasion du Koweït par les Irakiens. Vous pouviez vous contenter de créer une situation hypothétique. Si l'Irak n'avait pas envahi le Koweït et si pendant ce temps-là, vous aviez continué à faire des affaires normalement, vous auriez gagné tant d'argent. Donc, l'Irak devait vous verser cette somme. Parmi ces entreprises, il y avait les plus grandes compagnies pétrolières du monde, Texaco notamment, mais aussi des entreprises de biens de consommation comme Toys R Us, Bechtel, Pepsi, American Express. Même la société ornithologique britannique a reçu de l'argent. Deux kibboutz israéliens ont été indemnisés pour la perte de revenus touristiques, alors qu'ils se situent sur le plateau du Golan, dans des zones syriennes occupées. Et savez-vous le comble ? Eh bien, j'ai découvert sur le site de l'ONU que l'Irak verse aujourd'hui encore 5% de toutes ses recettes pétrolières au titre des réparations de dommages de guerre à UNCC. Je résume. Pétrole contre nourriture est un programme auquel 4500 sociétés de toutes les nationalités ont participé et dont certaines ont largement profité. Une corruption parfaitement organisée, à tel point qu'il me paraît impensable qu'elle n'ait pas été dénoncée bien avant la publication de la fameuse liste du journal irakien Al-Mada. Car je vous rappelle que ce n'est qu'en janvier 2004 que le quotidien irakien publie ce document, dénonçant plus de 40 pays ayant bénéficié des faveurs de Saddam Hussein. Le scandale de corruption autour du programme a alors fait les choux gras de la presse. Une aubaine pour les journaux conservateurs américains et pour cause, l'ONU est dans leur ligne de mire depuis qu'elle a refusé de soutenir l'invasion de l'Irak par les forces de la coalition en 2003. The weaknesses in the Oil for Food program raises serious questions about the United Nations' ability to enforce sanctions and administer a humanitarian aid program in the future. On était, je crois, un peu naïfs, parce qu'on se sent toujours en tant qu'onusien, on se dit toujours on est les bons, on va pas nous attaquer parce qu'on faisait notre travail. On faisait un travail dont le but était de nourrir le peuple irakien, de les aider. Je crois que l'administration en elle-même s'est réveillée trop tard. Et la déferlante était déjà sur nous. Le secrétaire général des Nations Unies était terrifié par toute cette affaire. Il avait peur d'être poussé à la démission. Donc il a fait ce qu'il devait faire parce qu'il avait le dos au mur. Il a mis en place une énorme unité d'investigation avec des pouvoirs extraordinaires dirigés par Paul Volcker pour enquêter sur le programme. On n'avait jamais vu ça et ça m'étonnerait qu'on le revoie un jour. 30 millions de dollars par an, un nombre d'enquêteurs illimité. Les enquêteurs de la commission Volcker allaient dans les bureaux, sur les disques durs des ordinateurs, dans les placards, allaient dans le bureau de Kofi Annan, lui demander qui il avait vu tel jour, à telle heure, etc. Et finalement, ça a permis de vraiment faire toute la lumière, je pense, sur cette affaire et de permettre à une commission indépendante de faire un vrai travail d'enquête de police sur ce dossier. La commission d'enquête indépendante, présidée dès 2004 par Paul Volcker, va siéger près de 15 mois et l'ancien président de la Banque fédérale américaine choisit comme bras droit le Suisse Mark Pitt. Quand vous commencez cette enquête, comment procédez-vous ?
C'était pas un processus facile. En quelques mois, on a engagé un total de 80 personnes qui devaient toutes être capables de travailler ensemble, ce qui n'était pas évident. Il y a eu pas mal de difficultés entre Européens et Américains, par exemple. On n'a probablement pas eu accès à toutes les informations, c'est clair. On a eu environ 12 millions de documents. Mais les gens laissent toujours des traces. Et on a retrouvé par d'autres biais de nombreux documents qui nous manquaient. Je m'intéressais particulièrement à la façon de soudoyer. Sur un des murs de ce bâtiment, on avait accroché un tableau de 4 ou 5 mètres de long qui nous permettait de visualiser les intermédiaires. Il y avait des milliers de transactions, des centaines d'unités effectuant des versements illégaux. Mais il était intéressant de constater que malgré cela, il n'y avait en fait que quelques dizaines d'intermédiaires. Notre immense diagramme traçait des liens qui nous ont permis d'identifier les points centraux, les personnes qui rendaient tout cela possible. J'ai pu en déduire la manière dont fonctionne la corruption de façon plus générale dans le monde entier. Au terme de l'enquête, je vous présente le bébé. Il pèse plus de 2000 pages et pointe le doigt sur un certain nombre de responsables. What I do want to emphasize is that the corruption of the program has Saddam and by many participants, and it was substantial, could not have been nearly so pervasive if there had been more disciplined management by the UN and its agencies. Dans cet immeuble réside l'une des plus grandes adversaires de l'ONU, Claudia Rosset. Je la rencontre car c'est elle qui a commencé à sonner la charge bien avant la publication de la liste d'Almada. You agree that UN. Vous êtes d'accord si je vous dis que l'ONU, le Conseil de sécurité, est supervisé par des pays qui ont dit oui à tout cela? Il y a des responsables, oui. Le Conseil de sécurité a effectivement approuvé tout cela. Il faudrait aller voir les 15 pays membres et leur demander s'ils avaient perdu la tête. En particulier les 5 membres permanents, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. On sait aujourd'hui que Kofi Annan était au courant de la corruption, que le Conseil de sécurité était au courant de la corruption, mais ils ont joué cette comédie à l'insu du grand public. Mais s'il y a bien une personne qui aurait dû prendre ses responsabilités et révéler publiquement que le programme était affreusement corrompu, c'est le secrétaire général. Pourquoi ? Parce qu'il se doit d'être au-dessus des intérêts particuliers des États membres. Il aurait dû dire « Quelque chose affecte l'intégrité des Nations Unies. Voilà ce qui ne va pas. Voilà ce que Kofi Annan aurait dû faire. » C'était de sa responsabilité. Il aurait dû prendre les choses en main. S'il y avait quelqu'un qui devait s'occuper de cette patate chaude, c'était lui. As Chief Administrative Officer, I have to take responsibility for the findings revealed, both in the implementation of the program and more generally in the functioning of the Secretariat. Si on repense au nombre de personnes qui étaient au courant des pratiques des corruptions, tant dans l'exportation du pétrole que dans l'importation des marchandises humanitaires, il y avait l'ensemble du personnel et de la direction de l'ONU, l'ensemble du Conseil de sécurité, les médias, les correspondants pétroliers qui couvraient la vente du pétrole irakien en négociant étaient au courant. Au moins, Volcker lui-même a bien vu qu'il s'agissait là d'un travail politique et qu'il fallait trouver des boucs émissaires pour apaiser la meute assoiffée de sang de la presse conservatrice. Mr. Bernard Savon, in fact, did repeatedly solicit oil allocations for a small trading company called AMAP. Je vous dis tout de suite que Bernard Savon, qui, je vous le rappelle, chapeautait tout le programme en tant que directeur de l'OIP, a dû sentir le vent débouler. Il a quitté précipitamment New York, la veille de la publication du rapport, et vit aujourd'hui dans son pays natal, quelque part à Chypre. Il clame son innocence, mais il n'a jamais répondu à nos sollicitations. Une seule personne appartenant aux Nations Unies a été montrée du doigt, Bernard Savon.
Un seul homme peut-il payer pour toute l'organisation, à votre avis? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le rapport principal, qui fait 500 ou 600 pages, montre à quel point les dysfonctionnements du Conseil de sécurité ont été sérieux. Ensuite, on passe toute l'institution en revue et on montre comment certaines personnes ont commis de graves erreurs de gestion. Et il y a aussi les 2800 entreprises dont on a découvert qu'elles faisaient des versements illégaux. Parmi toute cette corruption, y a-t-il un ou deux exemples qui vous aient particulièrement choqué? Il y a un très bon exemple que l'on a examiné en détail. Ce sont les versements effectués par la compagnie pétrolière Glencore. C'est une société de négoce en pétrole. Oui, c'est une société de négoce. Glencore est basée à Zug. C'est une société au chiffre d'affaires gigantesque. On a trouvé des traces écrites indiscutables. Une autre question à se poser est que savaient véritablement les gens de la compagnie? Glencore dit qu'ils ignoraient que leurs intermédiaires faisaient des versements illégaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment un versement est effectué à un intermédiaire et de constater ensuite ce que cet intermédiaire fait le lendemain, si vous voulez. Eh bien, soit il vire immédiatement 3/4 de l'argent directement à la Banque centrale irakienne, soit il apporte et dépose des centaines de milliers de dollars en liquide à l'ambassade d'Irak à Genève. Me voilà donc sur le lac de Zugersee, où s'étend la petite ville moyenâgeuse de Zug. Cité modeste, mais rien qu'en apparence. Car ces vieux murs abritent un nombre de milliardaires impressionnant au mètre carré. C'est là que se trouve le siège de la première société suisse, par son chiffre d'affaires, Glencore, spécialisée dans le négoce des matières premières et surtout celui du pétrole. Société qui ne tient pas à communiquer sur le sujet. Mais devant des entreprises aussi discrètes, comment la justice helvétique s'y est-elle prise pour entamer des poursuites? C'est le procureur général en charge du dossier, Claude Nicati, qui m'a donné la réponse. Elles n'ont pas voulu mal faire, si je puis dire. Elles n'ont pas voulu crassement violer les lois existantes. Elles ont voulu faire du commerce et peut-être ont dépassé quelque peu les limites qui étaient fixées. Donc elles avaient, pour certaines, tout intérêt à démontrer que, en fait, elles avaient bien fait. Oui, peut-être, il y a eu des surcharges qui ont été payées, mais en fait, ça correspondait, c'est une argumentation que nous avons souvent entendue, ça correspondait au daily business. C'était usuel de payer quelques francs de plus. Et de toute façon, si c'est pas elles qui avaient payé ces quelques francs de plus, ces surcharges, ça aurait été une autre entreprise qui aurait eu le contrat. Donc c'est pour ça que ces entreprises ont, de manière très aimable, si je peux utiliser cette expression, collaboré avec nous. Et avec le raccord, nous avons ensuite déféré le dossier à une autorité de jugement cantonal. C'est une particularité en Suisse qui nous permettait d'avoir une condamnation sans comparution publique, uniquement sur la base d'une ordonnance pénale qui satisfaisait à la fois la personne condamnée, qui évitait la publicité, et nous-mêmes, ça permettait de liquider un dossier. En échange de la grande discrétion de la justice suisse, ces sociétés ont payé des amendes avoisinant les 12 millions d'euros. Ne croyez pas que ces sommes ont été reversées aux Irakiens, non. La Suisse est pragmatique et cet argent a servi à améliorer l'état des routes helvétiques. Mais ne jetons pas la pierre aux Suisses, car la plupart des pays n'ont quasiment rien entrepris contre les 2800 sociétés fautives citées dans le rapport Volcker. En Allemagne, 67 sociétés, dont Daimler-Chrysler, ont une mise en garde. En France, les dossiers concernant Peugeot et Renault Véhicules Industriels, parmi tant d'autres, sont en sommeil. In fine, très peu de pays ont entamé des poursuites. Aux États-Unis, 3 personnes sont condamnées. En Australie, un ministre impliqué dans une affaire de blé a démissionné. Ailleurs, et par exemple à Moscou, rien de rien de rien. Alors, quid du rapport Volcker et de ses conclusions?
À tout seigneur, tout honneur, je me rends au bureau de Paul Volcker dans Rockefeller Center, en plein cœur de New York. Estime-t-il que son rapport a atteint l'objectif qui lui avait été fixé? On s'en est sacrément bien tiré, à mon avis. On a recueilli énormément d'informations. On a produit un rapport de 2000 pages qui a sérieusement embarrassé pas mal de gens. Il y a eu des procès marquants en Australie, en Inde, en France, un jour, j'espère. Au Royaume-Uni, aux États-Unis. Est-ce qu'on a refusé de nous répondre en Russie? Tout à fait. Est-ce qu'on a refusé de nous répondre en Chine? Là, pour le coup, on n'a même pas essayé. On savait que ça ne mènerait à rien. Une vingtaine de milliards de dollars a été versée comme compensation à la suite de la première guerre du Golfe. Cet argent provenait de pétrole contre nourriture. Visiblement, vous avez obtenu peu de détails à ce sujet. On n'a pas fait de recherche là-dessus. Je ne me souviens pas des circonstances précises. Il y a eu une enquête interne, c'est sûr. Mais ce n'est pas un domaine dans lequel on a fait des recherches approfondies. Ils vous ont tenu à l'écart. Il paraît qu'ils n'avaient aucune envie d'une enquête. Ils ont dit que ce n'était pas de notre sort. Ils étaient réticents, oui. Je ne me souviens plus très bien. On n'a pas fait de recherche approfondie à ce sujet. Voilà plus de 20 milliards de dollars sur lesquels la commission n'a jamais enquêté. Bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Vous avez reçu environ 35 millions de dollars du fameux compte bloqué pour mener cette enquête. Pensez-vous honnêtement que cela les valait? Oui, je pense que ça les valait. Les Nations Unies étaient la cible de toutes sortes d'accusations très graves aux États-Unis et ailleurs, qui portaient préjudice à la confiance dans l'organisation. Une enquête était nécessaire. J'espère sincèrement qu'en tirant la sonnette d'alarme, nous pourrions contribuer à un meilleur fonctionnement de l'organisation. Vous trouvez normal que ce soit de l'argent irakien qui ait financé cette enquête? Pardonnez-moi de le dire, mais je pense que cette enquête a bénéficié aux Irakiens. Si on voulait que cette enquête se fasse efficacement, qu'elle se fasse rapidement, il fallait à tout prix éviter les processus financiers archaïques et constipés de l'ONU. Il aurait fallu passer par de longs débats à l'Assemblée générale, où certains pays ne voulaient pas de cette enquête. Dans leur conclusion, les membres de la commission Volcker proposent une série de réformes à l'ONU pour lui éviter de connaître les mêmes déboires. L'organisation en a-t-elle tiré des leçons? L'ONU aujourd'hui n'a toujours pas à rendre compte, car les responsabilités sont si largement partagées entre les États, l'organisation, les agences, etc., que personne ne prend les choses en main. On se refile la patate chaude indéfiniment. Personne n'assume véritablement ses responsabilités. Le message qui était envoyé à ce réseau mondial d'hommes d'affaires, de diplomates, de participants à ce programme était: la corruption, c'est pas grave, on fermera les yeux. Les pots de vin, c'est rien du tout, ça dérange personne à l'ONU. On va regarder ailleurs, on va étouffer l'affaire, on va tourner la page et on dira que c'est pour le bien de l'humanité. Il y a eu des changements mineurs, mais la complète réorganisation qui serait nécessaire pour rendre cette institution véritablement crédible n'a toujours pas eu lieu. Mais vous l'expliquez comment? Eh bien, c'est une institution gigantesque. Beaucoup de gens ont intérêt à empêcher tout changement. Il y a beaucoup de bureaucrates satisfaits de leur poste qui n'ont aucune envie de retourner dans leur pays d'origine.
Il est plus important pour eux de s'accrocher à un boulot plutôt que de faire ce boulot. Il y a une logique inhérente à cette énorme institution qui la rend inefficace. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise institution, elle est nécessaire, mais elle est extrêmement inefficace. Il y a beaucoup de gaspillage. En fait, je me rends compte que l'ensemble du programme ressemble un peu à un puzzle. 2 milliards par-ci, 20 milliards par-là, et brusquement une pièce qui manque. Elle vaut à elle seule 9 milliards de dollars, 9 milliards restant de la vente du pétrole, une somme qui appartient aux Irakiens. N'oubliez pas qu'en 2003, les forces de la coalition envahissent l'Irak. Saddam est destitué. Très vite, un organisme est mis en place pour diriger le pays occupé, le CPA, l'autorité provisoire de la coalition. À sa tête, le diplomate Paul Bremer. Le programme pétrole contre nourriture prend fin, mais il reste des fonds sur le compte de l'Irak à la BNP Paribas. Plus de 9 milliards de dollars qui sont transférés à la demande des États-Unis et avec l'accord de l'ONU, de la BNP à la Réserve fédérale de New York. Que sont devenus ces 9 milliards? Jim Steele, journaliste d'investigation pour le magazine Vanity Fair, me livre les conclusions de son enquête. Il y a eu un total de 21 chargements en 13 mois. 12 milliards de dollars sont chargés dans des camions remorques banalisés. On scelle les portes. Les camions quittent l'entrepôt de la réserve de la Banque fédérale à New York, prennent tranquillement l'autoroute du New Jersey, un des axes routiers les plus fréquentés des États-Unis, et font 4 heures de route au milieu des voitures, des poids lourds, des bus, jusqu'à la base aérienne Andrews, tout près de Washington. Là, on enlève les scellés sur les portes des camions, l'argent est déchargé, recompté par des fonctionnaires du Trésor, remis en liasse, emballé sous film plastique et chargé dans un avion cargo à destination de Bagdad. On estime que 9 des 12 milliards transportés par avion durant cette période de 13 mois ont tout simplement disparu. Au début, on avait l'impression que les forces de la coalition dépensaient de l'argent de leur propre poche, que ce soit pour remettre en état l'industrie du pétrole ou pour payer les salaires. Tout le monde avait cette impression. Mais j'ai découvert ensuite que ce n'était pas la vérité. C'était faux. Cet argent était à nous. Mais ils avaient accès à cet argent et ils pouvaient le dépenser à leur guise. Mais comment une telle somme a-t-elle pu disparaître? Je me souviens que le Congrès américain a posé la question à Paul Bremer, proconsul, responsable des opérations sur place. The numbers are so large that it doesn't seem possible that they're true. Who in their right mind would send 360 tons of cash into a war zone? But that's exactly what our government did. Ideally, we would have liked to put those records straight before paying the salaries and pensions. But as often in Iraq, the ideal collided with the harsh realities on the ground. We simply could not delay paying salaries and pensions. Delay would have been demoralizing and unfair to the millions of Iraqi families, and it might well have exacerbated danger to the American soldiers on the ground. Une partie en cash aurait servi à payer les salaires des fonctionnaires irakiens. Parmi les témoins de la période Paul Bremer, l'un de ses bras droits, Frank Willis. Il est à l'époque le conseiller du ministre du Transport irakien, autant dire qu'il était le ministre des Transports. Il y avait de l'argent américain partout, plein de billets de $100 tout neufs. C'était le Far West. Un capitaine de l'armée de l'air était régulièrement chargé d'aller au sous-sol du palais, où se trouvait notre QG, pour retirer de grosses sommes d'argent liquide, qu'il mettait littéralement dans un sac. Ensuite, il prenait sa voiture pour passer inaperçu. Il ne prenait pas un véhicule de l'armée américaine. Il préférait conduire un petit pick-up irakien. Et il partait faire une tournée de distribution de sacs d'argent liquide.
On devait procéder comme ça au début parce qu'il n'y avait pas de système bancaire. Entre le travail accompli et l'argent donné, est-ce que cela vous a paru juste? J'ai des sérieux doutes là-dessus. J'étais notamment en charge de l'aviation civile et en particulier de l'aéroport international de Bagdad. Le groupe qui a remporté le marché et qui devait assurer la sécurité des opérations civiles à l'aéroport n'avait jamais exercé cette activité auparavant. Pire, cette compagnie, qui s'appelle Custer Battles, a été créée après l'obtention du contrat pour assurer la sécurité, tout en n'ayant, selon moi, aucune expérience en la matière. Donc, que ce soit les termes du contrat ou son attribution, tout ça sentait mauvais. C'est une société dirigée par deux types très jeunes, Custer et Battles. L'un des deux est un ancien agent de la CIA. À l'aéroport de Bagdad, ils ont pris possession du matériel, des chariots élévateurs par exemple, qui appartenaient aux Irakiens. Ils les ont repeints et ils ont facturé aux CPA la valeur de ces chariots, qu'ils avaient en fait volés au peuple irakien. Un jour, notre fameux capitaine est descendu au sous-sol avec une brouette. Il a retiré 2 millions de dollars et il les a apportés dans mon bureau. Et j'ai appelé Custer Battles et je leur ai suggéré d'amener un gros sac de jute pour emporter leurs 2 millions de dollars. Il y a une photo de moi devant ces 2 millions de dollars. Ils étaient en coupure de 100 dollars, emballés dans du plastique sous vide par bloc de 100 000 dollars. On appelait ça une brique. On a joué au football américain avec les briques avant que Custer Battles ne vienne les chercher. Tout était en liquide. Je n'avais jamais vu 2 millions de dollars en liquide de ma vie. Ça fait quoi de jouer au football américain avec 2 millions? Ça, c'était grisant. Grisant. Vous avez fait ça parce que c'était grisant? Devant tout cet argent, on se dit, est-ce que quelqu'un s'en apercevrait si je mettais une brique dans ma poche et que je me barrais avec? Et vous pensez que certains ont été tentés? Pas mal de gens ont succombé à la tentation de prendre cet argent et sont partis les poches pleines. Il y a donc eu une enquête sur cette fraude avérée. Des gens ont tiré la sonnette d'alarme. Et un tribunal américain a jugé qu'ils étaient coupables de fraude à l'encontre du gouvernement américain. Custer and Battles ont fait appel en arguant du fait que le CPA n'était pas le gouvernement américain. Un deuxième juge a statué en faveur de l'entreprise. Il a jugé non pas qu'ils n'avaient pas commis ces délits, mais que le CPA n'existait pas. Donc, toute cette structure juridique, considérée comme une extension du gouvernement américain à Bagdad, n'était qu'un mirage. Cerise sur le gâteau. Paul Bremer, à la tête du CPA, a réussi le tour de force suivant. Faire signer un texte à la fois par Washington et par Bagdad qui interdit toute poursuite le concernant, lui, ou ceux qui ont collaboré à CPA pour quoi que ce soit ayant pu se passer pendant la durée de son mandat. Un ordre a été donné selon lequel aucune entreprise travaillant avec le CPA ne pouvait être poursuivie. C'était vraiment une période particulière pendant les événements en Irak. Les gens étaient complètement au-dessus des lois, hors de portée de la justice. Qui aurait pu croire que la première année de cette guerre se résumerait à ça? Nous étions tous préoccupés à payer les sociétés américaines, à leur distribuer de l'argent, au lieu de nous occuper de ceux qui en avaient vraiment besoin. Je ne peux résister à la tentation de vous montrer une archive, un bijou. Il s'agit de Paul Bremer devant la presse irakienne qui, je vous le donne en 1000, dénonce la corruption pendant Pétrole contre nourriture. Almost a year after liberation, we are just beginning to understand the outline of the theft and corruption which was behind the Oil for Food program. Never again should the Iraqi people's wealth be squandered on palaces and Ferraris. Never again should such corruption be allowed to take root. Ladies and gentlemen, the theft of government property is a particularly odious crime because government property is really the people's property.
Et que dit le rapport Volcker sur la disparition des 9 milliards de dollars qui proviennent, je vous le rappelle, du compte pétrole contre nourriture? Êtes-vous au courant, monsieur, du fait que 9 milliards de dollars ont disparu? Je sais qu'il y a toutes sortes de rumeurs et d'accusations. On peut naturellement se poser des questions sur l'utilisation qui a été faite de l'argent irakien, ainsi que de l'argent américain dont disposait le CPA. Mais ça ne faisait pas partie de notre enquête. Bon, si on fait le total des sommes détournées, 9 milliards volatilisés, 20 milliards pour UNCC, 229 millions de surtaxes sur les ventes du pétrole, 1,5 milliard de dessous de table sur les produits de première nécessité, 36 millions pour le rapport Volcker. Manque à gagner pour les Irakiens, plus de 31 milliards de dollars. À parcourir le Proche-Orient, je n'ai pas cessé d'entendre le mot arabe « façade ». Et savez-vous ce que « façade » veut dire? Tout simplement corruption. Et quand je regarde le bâtiment de l'ONU, je ne peux que constater qu'il a effectivement servi de façade à une corruption parfaitement orchestrée. Mais orchestrée par qui? Par tous les membres de l'organisation, c'est-à-dire les quelques 192 pays de la planète. En d'autres termes, nous tous. D'une certaine manière, l'ONU a été blâmée parfois pour les erreurs des États membres, c'est-à-dire c'est les pays du Conseil de sécurité qui ont mis au point ce programme, ce sont ces pays-là qui ont décidé de ces règles, ce sont ces pays-là qui ont accepté finalement de donner à Saddam Hussein la possibilité de choisir les pays auxquels il vendait du pétrole, de choisir les pays auxquels il achetait des biens humanitaires. De choisir sa banque. De choisir sa banque, et donc finalement tous les problèmes qu'a connu le programme ensuite en germe existaient dès sa mise en place par le Conseil de sécurité. C'est aussi les 15 membres du Conseil de sécurité qui le gérait, qui décidait de quel contrat passer, quel contrat était bloqué. Et donc finalement, c'est l'ONU, le secrétariat général de l'ONU, Kofi Annan à l'époque, qui a été le plus montré du doigt, alors que sans doute les États avaient une part de responsabilité très importante qu'ils n'ont pas entièrement assumée. Devant le petit hôtel où je résidais, il y avait un jeune mendiant. J'avais en quelque sorte fini par adopter ce petit garçon. Puis est arrivé le moment où j'ai quitté Bagdad. La voiture a fait 50 mètres et on a pris sur la droite. Et le petit garçon était là, au coin de la rue. Je me suis arrêté, je suis descendu de voiture, il s'est avancé vers moi et tout à coup, il s'est caché le visage dans les mains et il s'est mis à pleurer. Moi aussi j'étais en larmes. Car cet enfant représentait pour moi tout ce qui aurait pu être évité par cette tragique affaire gérée de façon si déplorable par les Nations Unies. Je me demande ce que ce petit garçon est devenu. J'espère qu'il va bien. Aujourd'hui, on ne parle plus d'ailleurs de démocratie et de droits de l'homme. On parle, est-il possible de stabiliser la situation? Est-il possible d'avoir un consensus entre les Irakiens autour d'une forme de pouvoir? Est-il concevable de créer une dynamique politique? Est-ce que l'Irak vivra?